Bonsoir à vous. Et si le ciel nous tombait effectivement sur la tête? En France, on est passé brutalement ce week-end de l'été à l'hiver. 15 degrés d'écart en quelques heures, un vent à décorner les bœufs et de la neige en octobre. Les Américains, eux, retiennent leur souffle en ce moment en attendant Sandy, l'ouragan qui menace New York, selon un scénario qui est proprement digne d'un film catastrophe. Alors la météo est-elle devenue folle? Comment expliquer ces phénomènes? Faut-il y voir la marque ou la preuve d'un changement ou au moins d'un dérèglement climatique? Météo, les éléments s'emballent, c'est le titre de l'émission de ce soir et on attend évidemment vos questions via SMS, Internet et les réseaux sociaux. On va en parler avec Jean-Marc Jancovici, ingénieur conseil, spécialiste des questions climatiques et de l'énergie. Vous avez co-signé le pacte écologique de Nicolas Hulot en 2006-2007. Vous avez publié récemment le changement climatique expliqué à ma fille, publié au Seuil. Emmanuel Bocry, de Météo France. Vous êtes ingénieur prévisionniste, directeur de l'unité Média qui diffuse ces prévisions météorologiques vers notamment la radio et la télé. Emmanuel Vézelec, consultant météo indépendant, vous présidez Kéronos, l'Observatoire français des tornades et des orages violents. Vous dirigez également le site Météo Partner. Et puis François-Marie Bréon, climatologue, attaché au CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Vous êtes membre du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de Saclay. Vous êtes également membre du GIEC. On va d'abord évidemment faire un tour par les États-Unis où nous attend Justin Weiss. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes directeur de recherche, on le sait, à la Brookings Institution de Washington, pas exactement un météorologue. Pour le coup, comment ça se passe en ce moment dans l'appréhension de cet ouragan Sandy aux États-Unis? Oui, le temps est un peu suspendu, à la fois, si je comprends bien, à New York et ici à Washington, parce que pour l'instant, il y a du vent, il y a de la pluie, et du côté de la côte où on est dans des jours de grande marée, et en plus de pleine lune dans 2 jours, on commence à craindre très sérieusement des inondations, et apparemment dans certaines villes de la côte, la situation est déjà critique. On a beaucoup parlé de New York. En fait, disons le trajet de l'ouragan Sandy s'est déplacé vers le sud. Maintenant, il va arriver plutôt vers le Delaware, c'est-à-dire en gros entre Philadelphie et Washington, donc plus au sud que prévu. Et évidemment, alors tous les médias, on ne parle plus du tout de la campagne électorale. Les commentateurs politiques ont été remplacés par les spécialistes météo, et évidemment, on donne les consignes de plus grande prudence, puisque apparemment les dégâts vont être considérables. Le gouverneur du New Jersey, par exemple, vient de dire, du Maryland, l'État où je réside actuellement, au-dessus de Washington, vient de dire que cette tempête ferait des morts, ferait de nombreuses victimes, qu'il y aurait énormément de coupures d'électricité. Et puis, bien sûr, Barack Obama va parler d'ici quelques minutes à la Maison-Blanche. Il est revenu d'un événement de campagne pour pouvoir s'occuper évidemment de son rôle de président au moment où la tempête va arriver dans le nord-est. Concrètement, si on ne vous a pas à l'image ce soir dansé dans l'air, c'est parce que vous êtes calfeutré chez vous. Ce sont les consignes qui ont été données. Restez chez vous. Justin Weiss, elles sont même très claires, ces consignes, tellement claires que visiblement on a perdu Justin Weiss. Est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous ou pas? Je viens de vous récupérer, oui. Voilà, très bien. Je disais, si on ne vous a pas en image, c'est parce que, par définition, on vous a demandé de rester chez vous, c'est ça? De rester calfeutré à la maison? À Washington, tous les bureaux sont fermés. Le gouvernement fédéral, qui généralement donne le là en matière de politique de présence ou pas dans les bureaux, a donné la consigne que personne ne se rende au bureau aujourd'hui. En effet, d'après ce que je comprends, à Washington, les rues sont désertes. Encore une fois, pour l'instant, il y a de la pluie et du vent, rien de terrible, mais en effet, on s'attend à des phénomènes assez violents dans les heures qui viennent. On a tout de même le sentiment sinon d'un début de panique, du moins quand même d'un climat de peur. Quand on entend ce que vous disiez, c'est-à-dire que le gouverneur de l'État dans lequel vous résidez a annoncé qu'il y aurait des morts, c'est quand même rarissime avant l'arrivée d'un phénomène météo. Oui, il faut dire que on n'a pas manqué de phénomènes météo un peu inhabituels, et même si en Amérique du Nord ils tendent à être, je pense, un peu plus violents qu'en Europe. Par exemple, fin juin, la tempête du 29 juin, qui est un derecho, qui est que certainement que les spécialistes météo qui sont là sur le plateau connaissent bien, mais qui est un phénomène assez rare,
a frappé ici et par exemple m'a laissé moi sans électricité et toute la région, une partie de la région pendant une semaine complète sans électricité. On a eu les 2 mois qui étaient parmi les plus chauds aux États-Unis et je crois que ça va être l'année la plus chaude. On a eu une sécheresse, alors là qui est un phénomène plus habituel, mais qui a été tout de même de très grande ampleur. Donc en effet, il y a une réaction et en partie une amplification, mais enfin là, il semble tout de même que ce qui est en préparation soit vraiment porteur de beaucoup de dégâts. Justin Weiss, on va vous laisser regarder le président Obama à la télévision, puisque le président américain va s'exprimer à l'issue d'une cellule de crise sur cette situation. Donc il y a là évidemment encore une fois quelque chose d'assez exceptionnel. Est-ce que météorologiquement parlant, on a déjà vu ce qui est en train de se produire là, ce qui est en route? Oui, des cyclones, on en a déjà vécu. New York a déjà vécu des cyclones. L'Amérique est touchée chaque année par des cyclones. Là, la particularité, c'est que c'est un cyclone qui est lent, qui est très très grand, donc qui fait plus de 1000 km de diamètre, donc qui va déverser des très grosses quantités d'eau. Pour donner un ordre d'idée, c'est entre 2 et 3 mois d'eau en 48 heures à peu près. Donc il va falloir que cette eau s'évacue. Pardonnez-moi, mais 1000 km, c'est la France. 1000 km, c'est la France, mais c'est un gros cyclone. Marseille, hein. On a des cyclones qui sont plus gros, on a des cyclones qui sont plus petits. Il est de catégorie 1, c'est pas un cyclone de type Katrina, mais c'est quand même un cyclone important. Il ne faut pas oublier une chose, il y a un deuxième événement qui va se produire, ce sont les vents violents. On attend, mes collègues américains, météo américains prévoient des 130 km/h, voire 150 km/h. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait voler tous les panneaux, des branches d'arbres, voire renverser des véhicules. Ça, on l'a vu en France ce week-end. Donc, il faut être très prudent. Et dernier point qu'il ne faut pas oublier, il y a de fortes marées et on va voir ce qu'on appelle une surcote. C'est-à-dire que le niveau de la mer va augmenter naturellement de l'ordre de 3 mètres à 3,50 mètres et ça va créer des inondations localement. Donc, tout ça cumulé, les Américains ont raison de se prévenir, de prévoir qu'il risque d'y avoir des dégâts, peut-être des morts. On prévoit qu'on ne sait pas prévoir, finalement. On ne sait pas dire de quelle ampleur ou de quelle gravité risque d'être ce phénomène météo. Disons qu'il y a quand même, je trouve, une bonne qualité de prévision sur cet épisode, puisque c'est en effet un cyclone qui s'est formé il y a une semaine, tout juste, dans la mer des Caraïbes, et qui, depuis, en effet, a traversé Cuba, la Jamaïque, puis les Bahamas, en provoquant plus de 60 ou 70 morts déjà. Ça, oui, notamment à Haïti. Exactement. Donc, il a quand même un certain historique et a donc pu être étudié très en amont par les Américains qui ont fait beaucoup de vols en avion au-dessus, à l'intérieur du cyclone. On peut voler dans un cyclone? Tout à fait, oui. Ah oui. Et donc là, c'est vraiment des équipes qui sont dédiées à ça et qui permettent, donc ils jettent ce qu'on appelle des drop sondes. Donc c'est des sondes qui traversent l'atmosphère et qui mesurent la température, l'humidité, la vitesse des vents. Et après, tout ça est ingéré par des modèles numériques et ça permet en effet d'avoir une prévisibilité qui est quand même meilleure. Et de fait, ça fait 3-4 jours qu'on sait que ça va tomber quelque part entre Washington et New York. Oui, ça veut dire que quand le gouverneur du Delaware nous disait tout à l'heure, Justin Weiss, dit qu'il va y avoir des morts, il va y avoir des morts. Disons que statistiquement, oui, il y a quand même Ça, on un ne peut risque. pas le dire. On ne peut pas le dire, c'est probable. Ça va dépendre complètement du comportement des personnes. Si les gens se mettent bien à l'abri, il y a peu de chances d'avoir des morts et des blessés. Si les gens ne suivent pas les conseils de comportement, là, on risque d'avoir des morts et des blessés. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on voit que ce cyclone a déjà tué des gens. Donc, il y a évidemment un risque, un péril tout à fait majeur pour toutes les populations qui sont situées sur la côte est des États-Unis, notamment entre Washington et vraiment le Maine, donc vraiment l'extrême nord-est des États-Unis, puisque c'est toute cette zone qui aura soit du vent, soit une surcôte qui sera très importante. C'est une zone qui inclut New York, même si, oui. si j'ose dire, le cœur du phénomène ne va pas passer exactement sur New York. Alors voilà pour les États-Unis. Pendant ce temps, nous, ce week-end, on a connu des épisodes qu'on qualifie d'atypiques. Alors 5 morts ou disparus, on le sait, des vents avec des pointes à 180 km/h parfois, notamment sur les hauts de l'Ardèche ou au Cap Corse, brusque chute des températures, neige fin octobre. Neige fin octobre, c'est du jamais vu, dit-on, depuis 1956, en tout cas dans le Vercors. Elisa Coudray. Hivernal, des paysages dignes d'un mois de janvier. Sur le plateau du Vercors, la tempête s'est calmée ce matin, mais un épais manteau neigeux s'est installé. Ici, sont tombés jusqu'à 80 cm en quelques heures, du jamais vu pour un mois d'octobre depuis 1956. Les habitants se sont d'ailleurs fait surprendre. Exemple, cet éleveur, dont le troupeau est englué dans la poudreuse depuis presque 2 jours. Et on s'est tous fait avoir, parce que ça arrive jamais à cette époque. Il arrive qu'il en tombe un petit peu à 20 cm pour octobre-novembre. Mais en général, ça fond tout de suite et puis les bêtes restent dehors.
Isère, Drôme, Savoie, partout, les mêmes scènes de déblayage, à coups de pelle ou de chasse-neige. Dans chacun de ces départements, la neige a fait des dégâts. 50 000 foyers privés d'électricité. Sur le terrain, 200 techniciens travaillent sans relâche depuis 2 jours pour rétablir au plus vite le courant dans des conditions parfois compliquées. La pente, la neige. On n'est pas habitué à travailler dans des conditions pareilles. Donc voilà quoi. Mais on fait avec. Principale difficulté, déblayer les arbres couchés au sol et surtout ceux tombés sur la ligne. 5000 foyers restaient encore aujourd'hui coupés du monde. Les riverains ont dû improviser. Donc là pour le portable, vu qu'on n'a plus de courant, j'ai mis le secteur sur la voiture, quoi. Parce que bon, pour le travail, il faut que mon téléphone soit allumé. Donc obligé de système D, quoi. La neige et le froid à l'est, la pluie et le vent dans le sud. Routes inondées, quartiers submergés. Dans le Var, vendredi, il est tombé en 1 heure, l'équivalent d'1 mois de précipitations. On a d'eau jusqu'aux genoux dans le terrain. Voilà, on a toute l'eau de la nationale qui s'engouffre, le canal qui dégorge dans le terrain. Un orage violent et meurtrier. Sur le parking de ce campus universitaire, des étudiants ont été emportés dans cette canalisation suite à la brusque montée des eaux. Au départ, il y a quasiment 4 personnes qui sont tombées parce que les unes après les autres ont essayé de porter secours aux personnes effectivement qui étaient déjà tombées. 2 ont pu remonter et 2 ont été emportées par les eaux. Les 2 corps sans vie seront retrouvés quelques heures plus tard. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est surtout le Mistral qui a provoqué les plus gros dégâts. Des rafales jusqu'à 130 km/h. De quoi arracher les amarres de ce ferry marseillais. Un géant de 175 mètres de long, propulsé contre le quai. Le choc a provoqué une large brèche à l'avant du bateau. Des grandes quantités d'eau sont actuellement présentes au niveau des ponts inférieurs et qui créent ce qu'on appelle une gîte du bateau, c'est-à-dire que le bateau est en équilibre instable. À quelques kilomètres de là, sur l'île de Porquerolles, c'est un garçon de 12 ans qui a disparu depuis samedi. L'enfant était parti se promener à vélo malgré la tempête. Ce midi, les secours voulaient encore y croire. Pour retrouver des gens vivants, on a l'expérience, après plusieurs jours, de personnes dans des milieux extrêmement difficiles, avec une météo extrêmement défavorable. Nul espoir en revanche de retrouver le véliplanchiste disparu samedi dans l'Hérault. Les recherches ont été définitivement arrêtées. Conséquence dramatique d'un week-end qui aura vu la France passer brutalement à l'heure d'hiver. Question d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice, sommes-nous vraiment certains que tous ces événements sont liés au prétendu réchauffement climatique ? Qui veut ? Certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Sur un événement comme ça, un des événements qui se sont déjà produits dans le passé, il faut surtout pas en déduire que c'est une preuve du réchauffement climatique. Donc ce qui serait éventuellement une preuve, un indice de réchauffement climatique, c'est si des événements de ce type se produisaient beaucoup plus souvent qu'avant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a de nombreuses études qui sont faites là-dessus. Par exemple, sur le nombre de cyclones, il n'y a pas d'évolution très nette du nombre de cyclones jusqu'à présent. Sur ces amplitudes, pardonnez-moi, sur ces grands écarts de température qu'on vient de connaître, sur la présence de neige à un moment où elle n'était pas présente dans le Vercors, sur les vents, tout ça, ça n'a rien à voir avec le changement éventuel du climat. Je pense qu'il faut se méfier de notre mémoire. Et en fait, quand on fait des analyses quantitatives sur ce type de phénomène, on ne voit pas de tendance jusqu'à présent. En tout cas, il n'y a pas de tendance nette. Ça ne sort pas de manière très nette de la variabilité naturelle. J'ai lu que ces vents particuliers qu'on a connus là, ces épisodes-là, c'est 3 fois tous les 10 ans. À peu près en moyenne. Et ça veut dire, oui, et ce qu'il faut comprendre, là, c'est pas plus qu'avant ? C'est pas spécialement plus qu'avant. Il faut comprendre une chose. Le climat, on voit toujours sous une forme de moyenne. Mais en réalité, ça yoyote autour de la moyenne. Un coup, il fait trop chaud, un petit coup, trop froid. Et c'est tout un ensemble. Si l'ensemble reste autour de cette moyenne, il n'y a pas de changement climatique. Si on a une évolution, par exemple, des températures sur des moyennes sur plusieurs dizaines d'années, là, oui, il y a changement climatique. On a constaté qu'il y a le changement climatique. Mais on ne peut pas dire qu'un événement comme ce qu'on vient de vivre correspond au changement climatique. Il faudrait qu'il se produise beaucoup plus souvent pour que là on puisse dire oui, c'est lié au changement climatique. Bon, alors vous me dites à ce jour, on ne peut pas dire que c'est le changement climatique ou même le dérèglement climatique. Est-ce qu'on peut envisager que ce sont les prémices ? Alors,
ce qu'a dit François-Marie, et j'y souscris tout à fait. En fait, là où on commence à voir les prémices du changement climatique, c'est pas sur les phénomènes violents. Non, il y a d'autres phénomènes sur lesquels, là, pour le moment, ça commence à être clairement documenté, notamment sur tout ce qui est vague de chaleur et ou épisode sec. Là, on a commencé à sortir de la normale de manière documentée. Donc la canicule de 2003 ou la sécheresse de cet été aux États-Unis, ça pour vous, alors ça c'est très cohérent, c'est très cohérent avec les résultats attendus. Ou même l'épisode caniculaire qu'il y a eu en Russie en 2010. Tout ça, c'est des choses dont il faut s'attendre à voir la durée de retour diminuer, c'est-à-dire à voir ce genre de choses de manière de plus en plus fréquente. Et si on refaisait l'histoire sans émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire si on redonnait un top départ en 1850 sans humanité qui brûle du gaz, du charbon et du pétrole, il n'est pas dit, enfin on est même à peu près sûr maintenant que la fréquence des épisodes chauds et secs serait aussi élevée que ce qu'on observe désormais dans le monde. Donc là, il y a déjà la marque de l'homme dans la fréquence avec laquelle on a sur les terres émergées, mais globalement, des épisodes chauds et ou secs. Sur les phénomènes extrêmes, qui sont en général ceux qui retiennent le plus l'attention des gens, parce que c'est ceux qui font instantanément le plus peur. Enfin, oui, sécheresse. Ça focalise notre attention. La sécheresse aux États-Unis, la sécheresse qu'il y a eu aux États-Unis cet été, elle a duré des mois. C'est pas dimanche où on a vu une grosse différence avec lundi. Là, ce genre de phénomène qui se produit sur des durées très brèves, c'est ceux qui retiennent le plus notre attention. Donc c'est toujours là-dessus qu'on a envie de se poser la question, est-ce que la marque du changement climatique est là? Vous reconnaissez que c'est un peu normal. Ah, il fait 26 degrés dans le sud jeudi, il fait moins 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardèche samedi. C'est tout à fait normal. La deuxième chose qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que là où il y a des gens qui se posent des questions, c'est une petite fraction de la surface planétaire. La France, ça fait 1 pour 1000 de la surface planétaire. Et quand il se passe des choses chez nous, ça ne veut pas dire que nécessairement c'est représentatif de ce qui se passe dans le monde dans son ensemble. Or, les gens qui font le métier d'étudier les variations lentes du climat, eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe sur l'ensemble de la planète, là où il y a des implantations humaines, comme là où il n'y en a pas. Or, quand on s'intéresse à ce genre de phénomène extrême, c'est là où il y a des implantations humaines qui nous intéressent. Je veux bien vous comprendre, vous n'êtes pas en train de me dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Non. Il y a un réchauffement climatique, mais vous vous trompez de symptômes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a un réchauffement déjà documenté. Et dans ce qu'on a coutume d'appeler les épisodes extrêmes, c'est-à-dire ceux qui sont hors normes, qui sont aussi déjà documentés, il y a une tendance observable sur les épisodes secs ou les épisodes chauds. Sur les épisodes violents, à ma connaissance, il n'y en a pas de manière évidente. En fait, il faut bien voir que les épisodes extrêmes, c'est donc ceux qui se produisent très peu souvent. Et s'ils se produisent très peu souvent, c'est difficile de faire des statistiques dessus. Et donc de voir une augmentation de la fréquence, il faut attendre plus longtemps pour que ça soit très net. Il y a quelque chose que je voudrais dire. En 10 ans, pardonnez-moi, on n'a pas le recul nécessaire par exemple, pour dire depuis 10 ans. Un événement extrême qui se passe une fois tous les 10 ans, il va falloir attendre longtemps avant de pouvoir dire, tiens, je suis sûr. J'aimerais comprendre. Scientifiquement parlant, il vous faut 50 ans. Scientifiquement parlant, il faut qu'il y ait 5, 6, 7 événements pour pouvoir le dire. Du coup, il va falloir attendre effectivement 70 ans pour qu'on puisse observer une tendance de quelque chose qui se passe une fois tous les 10 ans. Il y a quelque chose que je voudrais quand même rajouter, c'est ces histoires de montée du niveau des mers. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, une grosse partie des dégâts, en fait, ça va être lié à la montée du niveau des eaux. Et là, il y a la montée du niveau moyen de la mer. Ça, c'est un phénomène qui est directement lié au réchauffement climatique et dont on le voit, ça existe déjà aujourd'hui, ça s'observe très bien et on sait que ça va continuer et ça va très probablement s'accélérer dans le futur. Et donc des événements extrêmes du fait de la montée du niveau des mers et des conséquences importantes, ça va arriver, c'est une certitude et on sait que c'est lié au réchauffement climatique. Emmanuel Bocrier. Tout à fait d'accord. Il faut bien comprendre une chose. L'homme vit avec un pas de temps qui est relativement court par rapport à la météo, par rapport au climat. Nous, on vit le jour le jour. Le climat, il lui faut 20 ans, 30 ans pour commencer à montrer des signes que ça bouge. On a des mémoires d'hommes en même temps. On voit bien, on l'entend en ce moment avec ce monsieur dans le Vercors qui dit « Moi, j'ai pas vu ça depuis 56 ». Là, on a une marque. Tout à fait. Nous, météorologiquement, on a 74. On a un épisode équivalent. Donc, vous voyez, la mémoire humaine... Il était peut-être en vacances en 74. Oui. Nous, on est très prudents sur la mémoire humaine. On a une tendance à nous fier à nos instruments, à nos enregistrements. Allez-y. Il y a quand même des choses qui sont d'une durée de vie à peu près équivalente aux durées qu'il faut pour caractériser des tendances dans le changement du climat, c'est les infrastructures. Les infrastructures qu'on met en bord de mer, les ports, les centrales électriques, les routes, les chemins de fer, les digues, etc. Ça, c'est des objets dont la durée de vie est aussi de l'ordre du siècle.
Et donc, ce qu'a dit François-Marie sur la montée du niveau de l'eau est quelque chose qui va concerner tous ces objets qui sont près du bord de la mer, parce qu'effectivement, la montée du niveau de la mer, où là, il y a une très bonne visibilité sur ce qui va se passer plus tard, au sens de la tendance, elle est très claire, ça va avoir pour effet de rapprocher tous ces objets du bord de la mer, et donc de les rendre plus vulnérables en cas d'épisode du type de celui... On ne construit plus une centrale nucléaire au bord de l'eau, comme on a construit Fukushima au bord de l'eau. L'essentiel des centrales qui sont construites en bord d'eau sont des centrales à charbon, donc c'est pas propre aux centrales nucléaires. Il faut les refroidir, les centrales. Fukushima, en l'occurrence, au Japon. Il faut les refroidir, les centrales. Mais c'est valable pour les ports, c'est valable pour les raffineries. Vous savez qu'à Fukushima, il y a eu énormément d'installations industrielles, on en a beaucoup moins parlé, mais qui ont été détruites parce que ces installations traitent souvent des matières en grande quantité, donc elles sont mises en bord d'eau, parce que c'est là que c'est pratique. Ça nous a privés de composants électroniques pour fabriquer nos engins. Oui, et puis ça a privé les Japonais de carburant parce qu'il y a des raffineries qui ont été détruites, etc. Donc il faut que l'homme pense en termes de réchauffement climatique, la façon dont il construit ses villes et sa vie. C'est ça que vous êtes en train de dire, pour ne pas être surpris demain. Oui, mais c'est pas facile, parce que ça mobilise des telles quantités d'argent que c'est pas en une semaine ou ni même en un an que vous changez les choses. Et en fait, sur le changement climatique, il y a beaucoup de choses qui sont très incertaines, mais il y a une chose qui est assez certaine, c'est la montée du niveau des mers. On sait que ça va arriver et on a plutôt des valeurs minimales de à quel rythme ça va augmenter. Si on fait, j'imagine que vous avez pour le coup des modèles. En France, on est capable de dire quelles sont les régions, alors évidemment vous allez me dire côtières, ça va de soi, mais les régions les plus concernées par la montée de l'eau, celles qui sont les plus basses. C'est-à-dire, oui, donc la baie de Somme, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la baie de Somme est recouverte dans quoi, 20 ans, 30 ans? En fait, c'est plutôt, il faut bien voir que il y a pas mal de zones qui sont quand même significativement au-dessus du niveau de la mer, mais qui sont vulnérables à des épisodes comme celui qu'on a eu là, ou comme celui, par exemple, qu'il y a eu l'année dernière, il y a 2 ans, avec la tempête Cynthia. Par exemple. Donc les Landes, d'accord. Et donc là, Cynthia, c'était un peu plus au nord que les Landes, mais donc il y a des zones qui, en cas d'événements exceptionnels quand même, mais l'événement exceptionnel, la tempête qui arrive, pas de chance, justement au moment de la grande marée, et donc qui va recouvrir les ouvrages, la probabilité que ça arrive va augmenter parce que le niveau moyen de la mer augmente. Et du coup, il suffit d'un événement un peu moins exceptionnel que d'habitude pour qu'il y ait des conséquences dramatiques. Je ne veux pas être obsessionnel sur les centrales nucléaires, mais il y a une centrale qui est au bord de mer. C'est le Blayais. Il y en a plusieurs. On pense notamment au Blayais. Pas mal. Et même aujourd'hui, vous dites, elle est en première ligne? Elle est en première ligne historiquement, puisque au moment des grands ouragans qu'il y a eu en 99, si ma mémoire est bonne, la centrale du Blayais a eu deux de ces groupes de secours qui ont été noyés. Et l'EPR est construit en bord de mer. L'EPR qui est construit actuellement est effectivement en bord de mer. Mais là, en l'occurrence, ils avaient eu la bonne idée d'en mettre 2 autres en hauteur. Il faut quand même qu'on apprenne à faire avec. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui pensent ces problèmes aujourd'hui? Ou est-ce que vous trouvez qu'on est en retard? Oui et non. C'est-à-dire que je pense que des gens qui pensent mesures d'urgence, quand mon voisin d'en face dit attention, il y a un truc qui arrive, ça vous en avez. Des gens qui pensent redéfinition des infrastructures en disant le contexte dans lequel on est va changer, et il ne va pas changer qu'à cause du climat. Aux échelles de temps dont on parle, on va aussi avoir un affaiblissement économique généralisé à cause de l'approvisionnement énergétique. On va avoir ça aussi. Donc on va avoir des tas de choses qui vont se superposer les unes aux autres, et les événements les plus dramatiques arrivent en général quand vous avez la conjonction de plusieurs choses qui arrivent de manière indépendante, avec des gens qui ont pensé sur un secteur en particulier de manière indépendante, et vous avez l'ensemble à un même moment, et là ça fait un phénomène que vous ne savez absolument pas gérer. Tout à fait ce que dit Jean-Marc. Nous avons changé un petit peu la vigilance il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si vous en souvenez. On a rajouté un nouvel événement. C'est l'événement vague submersion. C'est-à-dire que si jamais une tempête arrive avec des vagues sur le rivage, ça peut avoir un danger pour les gens. Ça, c'est pour l'alerte de tous les jours, je dirais. C'est la conséquence de Xynthia. Voilà. On l'avait dans les cartons, mais Xynthia nous a obligés à le faire un peu plus vite. Et le deuxième point qui est très important, on met à disposition sur le site de la DRIAS des projections liées au changement climatique pour que les industriels, pour que les différentes personnes qui pensent ces infrastructures se disent attention, quels sont les scénarios? En fonction de ce scénario, comment je dimensionne mes ouvrages d'art? Est-ce que je fais des tuyaux plus gros? Est-ce que je mets Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des projections à la limite qui disent voilà, à tel endroit, il faut éviter de construire comme ci ou comme ça. C'est ça que vous voulez dire? Accessible au grand public? Alors c'est accessible au grand public, et c'est sur le site de la DRIAS. Vous tapez DRIAS, DRIAS sur le web, vous le trouverez très rapidement. Vous avez les différents scénarios avec, après, il faut étudier quelles sont les conséquences. Nous, ce que l'on prévoit, c'est les températures, les quantités de pluie qui risquent de tomber, etc. en moyenne. Donc il faut après redimensionner en conséquence. La mer dont on parlait tout à l'heure, elle peut redescendre?
Ou elle va rester au niveau actuel et même continuer à augmenter? Elle va continuer à monter, c'est une certitude absolue. Parce qu'il y a un effet, le premier effet, c'est que de la mer plus chaude, de l'eau plus chaude, prend plus de place que de la mer plus froide. Et du coup, puisqu'on sait que la hausse des températures est en train de se propager dans les profondeurs de l'océan, donc progressivement, l'eau de la mer prend plus de place et donc le niveau monte. Plus les affaires de fonte du Groenland, qui s'observent très bien aujourd'hui, c'est une certitude absolue que le Groenland est en train de perdre énormément d'eau, et donc ça participe à la montée du niveau des mers. Par endroit, il est à nu aujourd'hui, le Groenland. C'est plutôt son épaisseur, mais c'est-à-dire que vous avez une telle masse de glace que même si vous en perdez une telle masse et une telle surface, que même si vous en perdez une faible épaisseur, ça a quand même un impact, faible de manière relative, ça a quand même un impact assez important. Juste une précision, oui. La partie la plus au sud du Groenland est toujours à nu l'été. Parce que la calotte, elle ne va pas jusqu'au bout, au bout. De toute façon, c'est pas un glacier, à ce moment-là, c'est de la neige. C'est ça. Non, mais il y a une toute petite. Voilà. Donc, mais l'essentiel du Groenland est recouvert d'une calotte glaciaire qui, elles, ne fond pas entre l'été et l'hiver. Alors, on va revenir sur l'Hexagone maintenant pour regarder le phénomène du week-end dernier, dont vous m'avez dit assez clairement, ne cherchez pas le réchauffement climatique là-dedans, c'est pas exactement l'idée. Mais on cherche quand même une explication. Et ça s'explique apparemment assez bien. Une masse d'air froid polaire qui rencontre de l'humidité venue de la Méditerranée, ce qui est beaucoup plus difficile, cela dit, une fois qu'on a dit ça, c'est de prévoir l'endroit où les deux vont se rencontrer. C'était toute la difficulté pour les équipes, notamment de Météo France, rencontrées par Laurent Hirsch et Ohan Guyenman. Ne pas se fier au calme apparent qui règne aujourd'hui au siège de Météo France. Entre l'ouragan Sandy et les intempéries du week-end sur le sud-est de la France, les ingénieurs prévisionnistes ne chôment pas. À l'image de Jérôme Lecoux, il a pu observer ces derniers jours l'évolution météo sur notre territoire. On voit quand même qu'on avait de l'air froid, matérialisé ici par les plages de couleur bleue, qui étaient en embuscade sur la Scandinavie. Et donc à partir de vendredi, petit à petit, cet air froid est descendu par la mer du Nord, progressivement. Et en même temps, on a une dépression très creuse là, qui a commencé à se positionner aux alentours des Alpes et du sud du pays. Air froid plus dépression, un cocktail explosif qui a provoqué une tempête de neige en Isère et des bourrasques de vent allant jusqu'à 130 km/h dans la vallée du Rhône. Autant donc les vents tempétueux au niveau de la vallée du Rhône, c'est assez classique en automne, donc c'est des situations qui peuvent se répéter 3 fois tous les 10 ans à peu près, alors que avoir des chutes de neige de cette ampleur avec cette précocité, parce que nous sommes quand même que fin octobre, sur le Vercors et la Chartreuse, le dernier événement un peu comparable, c'était 1974. En octobre 1974, même cause, mêmes effets. Une vague de froid venue du nord de l'Europe déferle sur la France. À 1800 mètres dans les Alpes, on compte par endroits jusqu'à 50 cm de neige. Si l'on en croit les dictons populaires, l'hiver sera rude. Ne dit-on pas en effet qu'en les oignons ont 3 pelures, grande froidure. Mais dire que l'hiver s'est déjà installé, qui peut le prétendre? Car la sagesse populaire nous enseigne aussi que l'on n'a jamais vu une lessive qui ne finisse par sécher. Retour au siège de Météo France. Il est près de 15 heures. Le moment où les prévisionnistes fournissent aux présentateurs météo les éléments qui leur permettront de rédiger leur bulletin du soir. C'est une forte houle là qui continue puisque... Oui, c'est le vent qui génère, oui, bien sûr, qui génère des vagues qui se propagent donc en gros d'une direction sud-est vers le nord-ouest. Désormais, la France n'est plus cernée par une dépression, mais par 2. Pas de très bon augure pour le reste de la semaine. Après une période de répit, aujourd'hui, lundi et demain mardi, notamment sur les régions méditerranéennes, le vent a nettement tombé, on a retrouvé un temps sec. De nouveau, une journée de mercredi qui s'annonce agitée sur les régions méditerranéennes. Et d'ailleurs, la dégradation va commencer dès la nuit de mardi à mercredi, d'abord sur le Roussillon et le Languedoc, et puis en journée, les fortes pluies orageuses vont également se décaler vers l'est, c'est-à-dire vers la Côte d'Azur et vers la Corse. Et elles seront en prime accompagnées de nouveau d'un vent fort. Alors cette fois, non pas du Mistral, mais du vent d'est sur le littoral varois et sur la Côte d'Azur. Un vent d'est qui pourrait approcher les 110 km/h, mais bon, c'est une valeur qu'il faudra confirmer dans les prochaines heures et demain. Mais à force de confirmer les valeurs, Météo France en oublie parfois de donner l'alerte, comme ce fut le cas ce week-end.
Alors là, avant de poser la question SMS, je vais répondre Emmanuel Bocry parce qu'il s'est étranglé. Oui. La vigilance a été prévue en temps et en heure, le positionnement était correct, la chronologie était correcte, les quantités étaient correctes. Je rappelle qu'il y a eu 5 départements qui étaient en vigilance orange, vent fort, et il y avait un département qui était en vigilance neige, qui était l'Isère, et on a constaté que l'Isère avait eu des fortes chutes de neige, et on a constaté qu'il y a eu des vents forts. Donc tout à l'heure, dans le premier reportage, j'ai été très surpris d'entendre un agriculteur qui disait qu'il a été surpris par l'événement. 24 heures avant, nous avions annoncé cette vigilance. Nous l'avions lancée. Donc il suffisait de lire nos bulletins, d'écouter nos bulletins météo, et on annonçait qu'il allait y avoir des chutes de neige. Est-ce que je peux me permettre de dire que vous faites même un peu de zèle parfois dans la vigilance? Non. Parce que vous avez été, je dirais, chaudé. Non, on ne fait pas de zèle. Le principe de la vigilance, c'est d'être le plus près possible de la meilleure prévision. Il ne faut pas exagérer dans un sens. C'est pas se couvrir, autrement dit. Il faut être. Mais justement, on ne se couvre pas parce qu'on montre vraiment ce que l'on prévoit. Tout le monde est au courant en même temps que les services de sécurité. On annonce nos quantités. Il y a un langage qui est clair. On annonce aux gens en disant attention, c'est un événement qui se produit 3 fois tous les 10 ans. C'est un événement classique pour la période, etc. Donc les gens sont informés en même moment que les services de sécurité, les préfectures, etc. Donc là, on se met en avant. Mais la vigilance, le but du jeu, c'est de vraiment donner la meilleure prévision, le meilleur niveau, au point de vue intensité, chronologie, positionnement, etc., pour que les gens puissent tenir compte du risque et se protéger. Pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout ce qui s'est passé là est lié au même phénomène, c'est-à-dire à la rencontre qu'on esquissait tout à l'heure? Globalement, je dirais que oui. Globalement, il s'est passé la chose suivante. On a le vent dans le sud, la neige, le coup de froid, tout ça, c'est lié au même chose. C'est un peu lié. Donc on a eu la semaine dernière, je rappelle, la semaine dernière, il faisait très chaud. Il faisait plus chaud que la normale. Et on avait des températures presque estivales, entre guillemets. On a eu une descente d'air froid. Début de la semaine dernière, souvenez-vous, on a annoncé qu'on allait avoir un coup de froid pour vendredi, samedi, dimanche. Ce qui est arrivé. Donc ce coup de froid, en réalité, c'est très simple. C'est une descente d'air polaire qui est arrivée directement de plein nord, qui est arrivée sur la France, qui s'est enfoncée. En même temps, on a une dépression qui était sur l'Espagne, qui a navigué doucement sur le golfe de Lion en direction de l'Italie. Et le conflit de cette dépression, plus du vent de la masse d'air froide, a généré le vent violent et les fortes précipitations de neige. C'est ça qu'on appelle un épisode Cévenol? Pas tout à fait. Un épisode Cévenol, c'est un peu différent. Ce sont des masses d'air chaudes très humides qui traversent la Méditerranée, qui montent en général au moment de l'automne, qui vont venir taper contre le massif Cévenol et là vont faire de fortes précipitations. Donc là, c'est dans le sens inverse, c'est une offensive polaire. Là, c'est polaire. un peu différent. Voilà, c'est une offensive polaire avec une dépression qui est venue se positionner. Tout ça a fait qu'on prévoyait de la neige. L'autre gros souci qu'on avait, c'était de positionner l'endroit où allait faire ce conflit de masse d'air, l'endroit où il allait neiger. Et ça, on l'a fait 24 heures avant. On a indiqué que c'était l'Isère. Essentiellement le Vercors et la Chartreuse. Vous dites mission accomplie, on l'a entendu tout à l'heure. Emmanuel Vézelec. Oui, je rajouterais juste qu'en fait, il y a eu un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu cette descente d'air arctique qui était particulièrement virulente quand même pour un mois d'octobre, puisqu'on a des valeurs de température, notamment d'altitude, qu'on rencontre une fois tous les 10 à 20 ans, pas plus. On parle des moins 17 là Alors, quand je dis en altitude, c'est à 1500 ou 5000 mètres d'altitude. C'est vraiment la masse d'air comprise dans le sens atmosphérique. Alors après, forcément, au niveau du sol, ça a des conséquences en termes de température qui sont directes. Mais la masse d'air en tant que telle, qui venait directement du pôle Nord, avait vraiment des caractéristiques qui, en octobre, sont peu fréquentes. C'est-à-dire, on est à combien? Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, à 1500 mètres d'altitude, on avait entre moins 5 et moins 7 degrés sur une grande partie de la France. Et ça, on est dans les records depuis 60 ans à peu près. Pour un mois d'octobre. Pour un mois d'octobre, voilà. Pour un mois d'octobre. Pour un mois d'octobre, voilà, exactement. C'est ça qui a donné ce caractère très précoce à cette vague de froid, en fait. Mais ça a d'ailleurs été précédé par des orages, là, qui étaient un petit peu de type méditerranéen, parce que, comme l'expliquait Emmanuel Bocry, il y a en effet eu à l'avant une dépression qui est remontée en direction du golfe de Gênes et qui a circulé un petit moment sur l'extrême sud-est de la France. Et là, il y a eu d'ailleurs des très gros orages qui ont provoqué les 2 décès à Toulon, sur ce campus, et qui en effet étaient liés, je dirais, à l'avant, vraiment au début de cet épisode, et qui là avait une caractéristique méditerranéenne très prononcée. Alors voilà pour hier et avant-hier d'ailleurs. Pour demain, est-ce qu'on a demain même un petit peu plus loin, parce que c'est la question SMS, est-ce qu'on aura un hiver froid, long et rigoureux? Autrement dit, est-ce que Agneau a 3 pelures, grande froidure? Bon. C'était le dicton du jour. Alors, on va parler franchement, on fait de la prévision saisonnière, on essaie de prévoir le temps qu'il va faire pour les 3 mois à venir. Sur l'Europe, nous n'avons pas de signal dans un sens ou dans un autre. On ne peut pas dire qu'il va faire plus chaud que la normale, plus froid que la normale, ou plus humide ou pas. On n'en sait pas plus pour le moment. On sait que, par exemple, sur la Guyane, au contraire, on va avoir, très certainement dans les 3 mois à venir, un ensemble qui sera un peu plus sec que la normale. Ça, c'est sur la prévision, mais sur la répétition, sur l'histoire de ces
si j'ose dire, enchaînements climatiques, on ne peut rien en déduire. De la même manière qu'on ne pouvait pas dire en mai l'été sera beau ou l'été sera pluvieux, vous ne pouvez pas me dire maintenant l'hiver sera froid. On peut dire que dans les décennies qui arrivent, il fera plus chaud, il y aura plus de vagues de chaleur, ça c'est certain, mais des événements comme il y en a eu aujourd'hui, est-ce qu'il y en aura plus ou moins? En fait, on n'en sait rien. Oui, mais pardonnez-moi, vous me parlez d'une masse d'air polaire qui descend, un peu brutalement. Bon, elle va rester là, elle va remonter. Ça va s'évacuer doucement. C'est déjà parti. C'est déjà parti. Voilà, c'est des masses. Mais pourquoi elle est descendue si brutalement, cette masse Parce d'air? que vous aviez tout un positionnement d'anticyclone de dépression qui a favorisé cette descente. Ce sont des circonstances climatiques. Il ne faut pas en tirer une leçon. C'est ça que j'essaye de comprendre. Non, il faut tenir des leçons. C'est un petit peu. Il faut imaginer que les dépressions et les anticyclones, qui sont sur l'ensemble de la planète, ce sont des événements qui bougent plus ou moins rapidement et qui vont générer différents types de temps. Des temps où il va faire plutôt des tempêtes, ou des temps de sécheresse, ou des temps de très humides. Oui. Et tout cet ensemble bouge. À chaque fois qu'une dépression ou un anticyclone se déplace, on se renforce ou se réduit, ça va avoir des conséquences sur les autres. Tout l'ensemble bouge. C'est pour ça qu'on fait des prévisions tous les jours. C'est pas pour rien, parce qu'il faut réactualiser en permanence la prévision. Oui, je rajouterais juste, parce qu'on parlait du réchauffement climatique, c'est assez intéressant de voir que malgré en effet une tendance au réchauffement qui est tout à fait manifeste au niveau des températures moyennes, on peut encore avoir des coups de froid complètement hors saison. Et donc très, très hâtif. Donc ça montre bien que si même c'est des tendances lourdes, il n'empêche que coupé par des épisodes qu'on attend, entre guillemets, qu'on n'attendait plus, compte tenu du réchauffement climatique dont tout le monde parle. C'est un réchauffement ou un dérèglement? Alors, je vais, avant de répondre à la question, je vais reprendre un parallèle qui permettra probablement aux gens qui nous regardent de bien comprendre la différence entre événements isolés et moyennes, parce que c'est le débat récurrent dans ce genre d'affaires. Imaginons que vous preniez un établissement scolaire. Vous dites, je vais un peu mieux sélectionner les élèves, prendre des meilleurs professeurs, faire dormir mes élèves un peu plus longtemps, etc. Est-ce que la moyenne de l'établissement va augmenter? Très certainement oui. Est-ce que pour autant, l'élève du genou, là qui rentre cette année, je suis capable de donner sa note? Non, absolument pas. Voilà. Ben là, on est exactement dans le même genre de vision qu'il faut avoir du système. Il y a des tendances qui sont extrêmement bien établies sur ce qui va se passer, dont pour certaines, on peut de manière très assuré dire qu'on en voit déjà le début, et pour autant savoir si sur un morceau du territoire planétaire qui représente 1 pour 10 000 ou 1 pour 100 000 le 3 janvier 2014 à 17 h, il va se passer ceci ou cela, c'est tout à fait impossible et ça restera jamais impossible. Très bien, je garde du genou parce que ça m'a bien plu. Du genou dans un bon établissement avec des élèves sélectionnés et des professeurs de meilleur niveau, il a quand même plus de chances d'avoir une bonne note que d'avoir une mauvaise note. Oui, là, donc on a bien changé quelque chose dans le modèle. Là, on est en train de dire exactement la même chose. Le système climatique planétaire, avec plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il a toutes les chances, au même sens de celui que vous... Alors que ce n'est pas vraiment une chance, mais enfin, il y a toute probabilité pour que, globalement, les températures augmentent, donc qu'il y ait de plus en plus d'épisodes chauds et secs, que le niveau de la mer augmente, qu'en moyenne, aux moyennes latitudes, l'hiver devienne moins rigoureux, etc., etc. Et tout ça, c'est en moyenne. Hein. Il faut bien voir que... On vous a connus, les uns et les autres, quand même beaucoup moins... en retenue sur ces sujets. Ah non, je ne crois pas. Ou alors c'est sous mes oreilles. C'est nous alors qui avons découvert à un moment quelque chose. Ouais, ou peut-être que certaines personnes ou certaines associations écologiques ont pu avoir des propos qui étaient plus marqués, plus alarmistes. Mais je pense que la communauté scientifique ne s'est jamais prononcée différemment. Simplement, il faut faire attention au discours. J'aurais aimé rajouter un petit quelque chose, c'est que puisqu'en fait, sur la France, les températures ont déjà augmenté typiquement d'1 degré, on s'est déjà habitué à ça, en fait. Le Français moyen s'est habitué à une certaine gamme de températures. Et quand, finalement, on retombe à des températures qui étaient classiques dans les années 60, on dit « Oh, il fait froid, comment ça se fait ?» Et en fait, simplement, il ne fait pas... Et ça a été le cas les étés derniers, par exemple, que certains ont trouvé exceptionnellement froid. Ils n'étaient pas exceptionnellement froids, ils étaient un peu dans la moyenne qu'on avait dans les années 70, 80. Simplement, maintenant, les étés sont plutôt en moyenne, plutôt que ce qu'on avait dans les années 70. Des endroits où on se dit, région parisienne ou autre, on a l'impression qu'on n'a pas vu le soleil depuis un moment, quoi. Hein. On a eu plus de pluie que de soleil, disons. Ah, au mois d'octobre, cette année, il s'est effectivement passé des choses un peu inhabituelles. Voilà. Quand même. Je vous soumets une étude qu'on a trouvée, qui est une étude du réassureur Munich Re. C'est un réassureur allemand, donc ceux qui assurent les assureurs contre les risques que prennent les assureurs en assurant nos risques à nous. On va repartir aux États-Unis pour le coup avec cette étude. Les États-Unis, c'est le principal émetteur, l'Amérique du Nord, principal émetteur de CO2
aujourd'hui. C'est la Chine désormais. C'est la Chine désormais. Alors, disons que ça se tutoie avec la Chine. Il y a 5 fois plus de catastrophes climatiques, paraît-il, depuis 30 ans aux États-Unis qu'il n'y en avait. Et c'est seulement 2 fois plus, par exemple, en Asie. Comment vous m'expliquez ça? Est-ce qu'il faut le lier? Parce que c'est une étude d'assureur. L'assureur c'est encore un problème de moyenne? Non, pas du tout. C'est un problème de ce que vous observez. L'assureur se contrefout des dommages aux biens qui ne sont pas assurés. Donc l'assureur... Les vies, vous voulez dire, par exemple? Non. Si jamais il y a un peu de banquise qui fond alors qu'elle ne devrait pas fondre, la banquise n'appartient à personne. Personne ne s'est assuré contre la fonte de la banquise. Donc l'assureur... voilà. L'assureur, ce qui l'intéresse, c'est quand il y a un immeuble auquel il y a un problème parce qu'il y a un épisode dit climatique qui intervient, quand il y a une infrastructure, quand il y a quelqu'un qui perd la vie, quand il y a etc. L'augmentation des dommages peut provenir soit de la fréquence des événements destructeurs qui est plus importante, soit tout simplement du fait que la quantité de choses à détruire ou leur valeur augmente. Donc si, je vais évoquer un souvenir un peu douloureux, si vous avez Xynthia qui arrive sur une lande à moutons, dommage, nul. Si Xynthia arrive sur une lande à moutons où on a donné des permis de construire, le dommage n'est plus nul. Donc, ce que voit l'assureur, c'est les dommages aux biens tels qu'ils sont. Donc, s'il y a de plus en plus de biens un peu partout, eh bien, l'assureur voit une augmentation des dommages. Donc, il n'y a pas aujourd'hui plus de catastrophes climatiques aux États-Unis qu'il y en a. Non, c'est une question que je vous pose. Je suis juste en train de dire. J'ai compris. Avant même la réponse à votre question, la série qu'on observe ne permet pas de répondre à la question. D'accord, d'accord. Et vous me dites qu'il n'y a pas plus de catastrophes climatiques en Amérique du Nord aujourd'hui qu'il n'y en a proportionnellement Ça dépend ce que vous appelez des catastrophes climatiques. Si vous parlez des épisodes chauds et secs... Cyclone, ouragan. Alors cela, non. Non, pas plus. Non. Chaud et sec, oui. Par contre, il faut savoir que, sauf erreur de ma part, les premiers dommages aux biens assurés en France sont dus aux variations de terrain liées aux épisodes sécheresse, réhumidification, notamment sur les argiles, qui fissurent les murs. Et ça, c'est pas un truc spectaculaire comme une tempête. Mais ça coûte très cher. Alors, on va s'intéresser à cette tempête spectaculaire quand même qui fait route vers New York, qui a déjà tué à Cuba, en Haïti, au large de la Martinique. On n'espère pas, mais 7 Français sont portés disparus ce soir. Aux États-Unis, on le disait tout à l'heure, c'est toute une partie de la côte est qui est à l'arrêt, en attendant celui que les télés ont rebaptisé Frankenstorm, puisque c'est Halloween là-bas. Sarah Sisman. New York, quelques heures avant la tempête. Ici à Manhattan, les employés du métro s'activent à condamner l'accès de cette station. Depuis hier soir, tous les métros de la ville sont fermés. Sécurité oblige. Sur Broadway, les rues sont désertes. Tous les spectacles ont été annulés. En attendant Sandy, la grosse pomme est en alerte maximale. Il faut évacuer avant 7 h ce soir. 375 000 habitants priés de plier bagages, car ils résident dans des zones inondables. Hier, le maire de la ville déclare l'état d'urgence. Nous avons établi un plan pour vous protéger, vous et la ville de New York. Si vous le suivez, nous nous en sortirons tous très bien. Mais si vous ne le suivez pas à la lettre, vous mettrez vos vies et celles des sauveteurs en danger. Voici le monstre vu du ciel. Baptisé Sandy, surnommé Frankenstorm. L'ouragan, parti des Caraïbes, a balayé Cuba, la Jamaïque, Haïti et les Antilles françaises, faisant plus de 60 morts sur son passage. Sa prochaine cible, la côte est des États-Unis, qu'il devrait frapper dès ce soir sur plus de 1000 km. 60 millions de personnes sont menacées. Alors à tempête exceptionnelle, mesures de sécurité exceptionnelles. Les Américains sont invités à se barricader. Préparez-vous bien au cas où vous resteriez bloqué chez vous, sans électricité. Veillez à vous équiper de tout ce dont vous avez besoin. Les sociétés qui fournissent l'électricité ont dit que si la tempête atteignait vraiment l'ampleur prévue, le courant pourrait être coupé entre 7 et 10 jours. Comme dans un scénario de film catastrophe. Partout, les habitants font des réserves d'eau, de nourriture, de lampes de poche, de groupes électrogènes. Ici, sur le littoral, des téméraires remplissent des sacs de sable pour protéger leurs habitations. La marine américaine, elle, a envoyé se mettre à l'abri en haute mer ses navires, alors basés en Virginie. Bref, la côte Est se prépare au pire.
Voilà qui tombe très mal à 8 jours de l'élection présidentielle. Barack Obama a mis entre parenthèses sa campagne pour suivre la gestion des opérations. Nous ne savons pas encore où l'ouragan va frapper, quel sera l'endroit le plus impacté. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de nous préparer et de réagir au plus vite dès que des informations nous seront données. Éviter à tout prix de reproduire les erreurs passées, quand en 2005, la très mauvaise gestion de l'ouragan Katrina avait ruiné la popularité de George Bush. Mais l'ouragan Sandy est aussi un sérieux frein à la campagne de Mitt Romney. Ses spots publicitaires à la télévision pourraient être complètement éclipsés par la catastrophe. Je sais que les gens en ce moment sont un peu nerveux à cause de la tempête qui est sur le point de frapper la côte. Nos prières vont vers ceux qui sont en danger. Ce soir, c'est l'attente et l'inquiétude qui règnent de l'autre côté de l'Atlantique. La tempête pourrait être plus dévastatrice que celle de 2011, Irène, qui avait fait 47 morts et causé d'importants dégâts. On rappelle que Sandy a déjà tué plus de 60 personnes en passant dans les Caraïbes sur son chemin vers les États-Unis. On va retrouver Justin Weiss aux États-Unis, à Washington précisément. Barack Obama devait prendre la parole au sortir d'une réunion de crise. C'est chose faite, Justin Weiss? Oui, il a donné une conférence de presse très brève dans laquelle il a souligné l'importance de suivre les consignes de sécurité et de prendre la menace très au sérieux, non seulement pour la population, mais évidemment en essayant de mobiliser les maires et les gouverneurs des États concernés, c'est-à-dire les États du Nord-Est, et évidemment pour dire aussi que tout était prêt du côté du gouvernement fédéral, que du matériel et des procédures avaient été mises en place pour pouvoir gérer l'arrivée de la tempête au mieux. Oui, à 9 jours de l'élection présidentielle américaine, est-ce qu'il y a un risque pour lui ou est-ce qu'au contraire ça peut être une démonstration d'autorité d'ailleurs, de capacité à tenir le cap? Eh bien, ça on ne peut pas encore dire. C'est-à-dire que les deux options sont possibles. Il peut être blâmé pour tout simplement pour la tempête. Hein. C'est ce que les spécialistes des élections révèlent, c'est que souvent, même si ça n'est évidemment pas la faute des candidats ou des gouvernants au pouvoir, ils sont souvent encore une fois blâmés pour ce qui ne va pas. Hein, c'est un peu la même chose que la croissance économique. Alors évidemment, on peut penser que pour la croissance économique, le président peut en faire davantage que pour une tempête sur laquelle il n'a évidemment aucune prise, mais il n'empêche, ça se traduit souvent par des pertes de points dans le jour du vote. D'un autre côté, il peut évidemment profiter de la tempête simplement par la bonne performance et la présence du gouvernement fédéral là où ça va cogner, et profiter au fond d'un effet d'éviction de Mitt Romney, comme le reportage le suggérait. C'est-à-dire on ne va plus beaucoup parler de Mitt Romney, par contre on va parler de la tempête et de la réponse à la tempête, c'est-à-dire d'Obama. Et enfin, la dernière façon dont la tempête pourrait affecter l'élection, c'est concrètement sur le terrain, puisque une grosse partie du vote maintenant, ça c'est un changement récent dans les élections américaines, grosse partie du vote se fait par anticipation. Les gens dans de très nombreux États peuvent aller voter avant le 6 novembre. Évidemment, là, ça ne va pas être possible. Et puis peut-être que cette tempête, si elle est de l'ampleur qu'on décrit, qu'on craint, posera encore des problèmes mardi prochain, mardi dans une semaine, quand il s'agira d'aller voter. Alors, quel sera l'impact dans ce cas-là? C'est difficile à dire. Les États qui vont être touchés sont essentiellement des États qui sont en faveur d'Obama, et ça ne devrait pas changer. Les États pivots, les États qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre, comme la Virginie, la Caroline du Nord ou la Pennsylvanie, même si elle penche plutôt pour Obama, ne seront pas apparemment trop touchés, sauf pour la Pennsylvanie. Bref, pour l'instant, c'est un petit peu difficile de dire. La dernière chose disons la dernière hypothèse qu'on peut faire, c'est que beaucoup moins de gens votent dans ces États-là, mais que ces États restent malgré tout acquis par Obama, c'est-à-dire qu'ils s'ajoutent à sa colonne des grands électeurs le 6 novembre, et que donc, finalement, ça renforce l'idée qu'Obama pourrait gagner l'élection avec un vote populaire qui irait, lui, en faveur de Romney, comme on avait vu en 2000, où Bush avait gagné l'élection alors que Al Gore avait remporté le vote populaire. En raison du nombre de gens qui, sans doute, n'iront pas voter, il est possible qu'on voit en quelque sorte l'inverse là,
C'est-à-dire Obama a finalement l'emporté en additionnant les grands électeurs, alors que Romney, lui, remporte le vote populaire. On se souvient que les Américains avaient reproché à George Bush de ne pas s'être rendu à la Nouvelle-Orléans après le passage de Katrina. Il y avait une énorme polémique autour de ça. On peut franchement aujourd'hui imaginer qu'il reproche demain à Barack Obama, s'il y a moins de dégâts que ce qu'on anticipe là, s'il n'y a pas de mort, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils en voudront à Barack Obama d'avoir, disons, péché par excès de précaution? Je ne pense pas, ne serait-ce que parce que les dégâts commencent déjà à être visibles dans les zones côtières, puisque, on le disait tout à l'heure, la conjonction de l'ouragan qui va faire monter le niveau de l'océan, des grandes marées et donc liées à la pleine lune qui arrive demain ou après-demain, va certainement faire des dégâts suffisamment importants pour qu'on ne reproche pas d'avoir trop anticipé l'événement. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Justin Weiss. Est-ce qu'on peut imaginer que cette Sandy continue à perturber jusqu'à l'élection? C'est-à-dire ça peut avoir un impact comme ça sur 8-9 jours? Alors, Sandy va vite mourir dès qu'il va rentrer sur les terres. Un cyclone est alimenté par la température de l'eau de mer. Il lui faut de l'eau chaude pour vivre. S'il n'a plus d'eau chaude, il va mourir très rapidement. Donc en quelques jours, il va mourir, ça va devenir une dépression classique et ça va être recyclé dans le cycle classique des dépressions sur l'Atlantique Nord. Donc ça va disparaître. Les seules choses je ne peux pas répondre, c'est quels seront les dégâts et est-ce que les dégâts auront un impact ensuite sur la vie américaine. Il est certain que s'il n'y a aucun mort ni blessé, il y aura quand même des dégâts, on n'y échappera pas. Les Américains ont beau se préparer, ils auront des arbres abattus, ils auront des lignes à haute tension qui tomberont, d'autres dégâts donc de l'électricité plus ou moins importants. Donc voilà. un dysfonctionnement, si j'ose dire, du pays pendant un temps semaine, certain. 10 jours. On ne peut pas le dire à l'avance parce que ça va dépendre des dégâts que va causer le cyclone. Question SMS. Est-il vrai qu'une tempête venant du Canada va venir s'ajouter à l'ouragan Sandy? Est-ce que vous la voyez venir, celle-là? C'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai qu'en fait, là, il ne faut pas perdre de vue que Sandy, c'est un cyclone, mais qui va évoluer d'une façon qui n'est pas tout à fait classique. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu un scénario qui s'était produit il y a 21 ans, puisque c'était en octobre 91, donc pratiquement jour pour jour il y a 21 ans. En fait, c'est le cyclone... Le perfect storm, voilà, exactement. L'ouragan, la tempête parfaite. Tout à fait, d'ailleurs, qui avait fait l'objet d'un film à sensation. Mais le principe va être le même, sauf qu'il va se passer encore plus près des États-Unis, puisque là, ça l'avait frôlé, c'était parti vers Terre-Neuve, et que là, bon, cette fois-ci, ça rentre directement vers New York. Le principe, c'est que ce cyclone vient en effet interagir avec de l'air froid qui descend du Canada. Et ce mélange des deux fait une transition qu'on appelle extratropicale et qui se met à se creuser de nouveau. Et c'est pour ça qu'il présente un danger tout particulier. On dit se régénère? Exactement. C'est-à-dire que là, à l'heure à laquelle on parle, juste avant, j'étais en relation justement pour savoir comment ça évoluait. Et le cœur de la dépression continue à se creuser et de façon très rapide. Ce qui fait que là, on est passé sous les 940 hectopascals, ce qui, en termes de climatologie au niveau des États-Unis, est exceptionnel pour la côte Est. Donc c'est vraiment un phénomène qui est vraiment très très vigoureux et qui, comme le disait Emmanuel Bocrine, ne peut que provoquer des dégâts. C'est-à-dire que là, je dirais politique ou pas là-bas, de toute façon, ça sera un phénomène majeur qui laissera des traces dans la climatologie des États-Unis. Mais les ouragans, les tempêtes ne se renforcent pas les uns les autres. Il peut y avoir éventuellement une succession, par exemple, parce qu'on sait si derrière Sandy, il y a un autre ouragan ou une autre tempête en constitution. Oui, il y en a un qui est au centre de l'Atlantique Nord, qui s'appelle Tony, et qui est en train de vivre et qui aura certainement une vie très courte et on n'en entendra plus parler. Mais des cyclones, il y en a beaucoup qui naissent au-dessus des mers, qui vivent au-dessus des mers et qui n'atteindront jamais les côtes, et qui peuvent toucher des bateaux. On parle que des cyclones qui touchent la Terre. Oui, bien sûr. Tous les phénomènes cycloniques de l'Atlantique Nord, ils reçoivent un petit nom. Oui. Donc Sandy, Tony, etc. Ils commencent par A chaque année. Donc vous voyez, là, si on est à T, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la vingtaine. On n'entend pas parler de l'essentiel d'entre eux parce que, comme l'a dit Emmanuel Bocrine, ils naissent et ils meurent au milieu de l'Atlantique. Donc les navigateurs s'en préoccupent. Voilà, donc sauf à être le patron du cargo qui passe à travers à ce moment-là et qui trouve ça qu'à moitié drôle. Oui, les autres, mais les cargos sont faits pour. Les autres, pardonnez-moi, un cargo, ça passe dans un ouragan comme ça? Oh, un gros cargo, oui. Il tourne un petit peu. Non, mais il coule pas à cause de ça. Non, il coulera pas. Il coule pas à cause de ça. Bon. Un bateau de plaisance, oui. Mais donc les autres, personne n'en entend jamais parler. Donc on entend parler de ce genre de phénomène que quand ils touchent les côtes, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des assureurs, parce que sur les côtes, c'est là que nous sommes. Il y aura un jour d'après.
le passage de Sandy. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que je reviens toujours au cinéma et peut-être au film qu'on se fait autour du réchauffement. C'était ça le principe du jour d'après. C'était une inversion des courants chauds. Hein, c'était ça, une inversion du Gulf Stream. Ouais, le jour d'après, effectivement, ça présentait le réchauffement climatique. Manifestement, le réchauffement climatique, ça fait pas assez peur, alors que le refroidissement climatique, ça fait peur. Et donc, le film le jour d'après avait effectivement pris cet axe. Et effectivement, on entend parler souvent des gens qui disent « Ah oui, mais s'il y a un réchauffement climatique, il va y avoir un arrêt du Gulf Stream et donc il va y avoir des températures glaciales en Europe. » Donc l'arrêt du Gulf Stream, ou en tout cas son ralentissement, c'est une hypothèse qui est envisagée par des scientifiques, des climatologues. Mais même si ça arrivait, ça ne conduirait pas à une époque glaciaire sur l'Europe. L'Europe continuerait à être sous l'influence de l'océan Atlantique, donc un climat de type océanique, et donc on continuerait à avoir des températures qui ressemblent à celles d'aujourd'hui. Alors tout ça, plutôt un peu plus chaudes. Si je peux me permettre, la chose qui était très bien vue dans ce film, pour ceux qui l'ont vu, c'était la très grande difficulté du monde scientifique à faire comprendre au monde politique ce qu'est un risque. Et jusqu'où il est nécessaire de passer du temps à écouter les gens qui étudient les risques. Ça, c'était extrêmement bien vu dans le film, et malheureusement, je pense que dans la vraie vie, on est exactement dans la même situation. Et c'est le principal enseignement de ce film. Et c'est aussi le message que vous portez ce soir. C'est une chose dont il est utile de se rappeler. On va passer aux questions SMS. Sandy aura-t-il une influence sur la météo française? Est-ce qu'il y a une théorie des effets papillons ou des vases communicants en la matière? Non, pas spécialement. Il faut voir le comportement, on ne peut pas le savoir pour le moment, mais... Vous dites pas forcément quand même. Ça dépend. Souvent, en France, on récupère des résidus de cyclones, c'est-à-dire que les cyclones qui vivent sur l'Atlantique Nord, vivent au niveau des tropiques, vont avoir tendance à un moment donné à monter plus au nord, et ils vont rencontrer l'eau trop froide, donc ils vont mourir en tant que cyclones, mais il reste des pressions tropicales et après dépression. Et si, dans certains cas, ils peuvent être repris par la circulation d'ouest et redevenir une tempête plus ou moins forte qui peut toucher l'Europe, voire la France. Mais ça n'a pas du tout le caractère de cyclone que ça a au démarrage. Donc Sandy pourrait être recyclé, mais c'est un peu loin là pour le moment. Vous parliez de prévention tout à l'heure, il y a une question là-dessus d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice. Est-ce qu'il y a en France des plans d'évacuation préventifs en cas d'alerte météorologique exceptionnelle? Ça c'est plutôt une question pour... Alors pour tous les DOM-TOM, les alertes cycloniques, les populations sont informées, sont formées. Vous avez les 4 niveaux de vigilance, plus... Par exemple, Antilles-Guyane, il y a une 5e couleur qui pourra indiquer le cyclone est passé, mais attention, ne sortez pas, vous avez encore des risques que des objets vous tombent dessus, etc. Attendez que tout soit sécurisé. Voilà, nous, notre métier de météorologiste, c'est de prévenir dès que l'on voit un risque météorologique. On prévient la population et les services de l'État. Pour préciser quand même, les pouvoirs publics ont la possibilité de prendre des mesures d'urgence. Hein. Le préfet peut prendre des mesures d'urgence. Que pensent vos invités? Alors là, on va parler de la prévision et de ce qui peut en coûter. Des sanctions prises en Italie contre les sismologues. Après la catastrophe de l'Aquila, récemment, il y a quelques jours, effectivement, les sismologues ont été condamnés à 6 ans de prison ferme pour défaut de prévision. Donc là, en tant que scientifique, je pense que c'est une véritable catastrophe. C'est très surprenant d'abord. Je ne comprends pas, et d'ailleurs peut-être que je ne connais pas parfaitement le dossier, peut-être que je ne sais pas exactement pourquoi ils ont été condamnés, mais pour ce que j'en ai lu, c'est extrêmement surprenant. Si on peut préciser, comme on le disait tout à l'heure, les gens qui ont la charge de la gestion des affaires publiques ne sont pas des scientifiques. Les scientifiques, on peut leur reprocher éventuellement de ne pas s'être bien fait comprendre, mais pour l'expérience que j'en ai, même si je ne suis pas scientifique, mais pour l'expérience que j'ai des débats techniques avec la sphère politique, en général, le problème, il n'est pas du côté des gens qui ont envie de fournir des explications. Hein. Mais de ceux qui ont envie ou pas de les entendre. Ils ont quand même un peu de surdité sélective de l'autre côté. Donc, l'idée de condamner des gens pour défaut de prévision en plus des processus dont là, pour le coup, la prévisibilité est particulièrement compliquée, parce que c'est des plaques qui se mettent en tension, à savoir quand ça va péter, à quelle intensité, où, etc. Moi, je ne connais pas le dossier dans le détail, mais enfin, vu de l'extérieur, ça a quand même un parfum un peu désagréable de chasse aux sorcières, je trouve. Question suivante, Météo France pourrait-elle être attaquée en justice en cas de mauvaise prévision? Nous avons déjà été attaqués plusieurs fois. À chaque fois, nous avons gagné les procès. Parce que nous avons ce qu'on appelle une obligation de moyens. Nous devons tout faire pour faire la meilleure prévision possible, à mettre toutes nos connaissances, tous nos matériels, nos personnels.
Quelquefois, certaines situations, on peut faire des très bonnes prévisions. Dans d'autres cas, on peut se louper sur la prévision. Mais on a l'obligation de mettre le maximum. Si on avait un procès qu'on perdrait, ça serait de dire, vous n'avez pas mis les moyens qu'il fallait. C'est 100% d'efforts, c'est pas 100% de réussite. On essaie de faire toujours le meilleur résultat. Selon une étude, on va y revenir, on en parlait tout à l'heure, le Gulf Stream serait moins fort depuis quelques mois. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez qu'on est un peu, parfois un peu obsessionnel. Donc je ne suis pas au courant de ça. et je trouve cette information très surprenante. Ouais. Donc ça me paraît pas très crédible, mais j'en sais pas plus, et donc je préfère pas me prononcer plus que ça. Il y a de la variabilité. De toute façon, ce genre de processus a des variabilités à des tas d'échelles de temps. Donc, faut juste, pardonnez-moi, comprendre, quand on dit le Gulf Stream faiblirait, ça aurait quelles conséquences? Eh ben, effectivement, il y aurait peut-être quelques zones qui seraient moins sous l'influence de cette hausse de température, mais il faut bien voir que s'il fait relativement doux en France en hiver par rapport à des zones de même latitude aux États-Unis comme New York ou même plus au nord, c'est pas uniquement grâce au Gulf Stream, c'est simplement le fait qu'on est sur un bord ouest de continent et donc on subit une influence de l'Atlantique qui n'est pas seulement le Gulf Stream mais qui est un tout petit peu le Gulf Stream. Emmanuel Vézelec, est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir sur les ouragans? Question vaut aussi pour Emmanuel Bocry. Oui. Là, en matière de météorologie, il y a toujours à découvrir. Alors, les ouragans sont quand même pas mal étudiés depuis un bout de temps, donc on commence à bien comprendre comment ils fonctionnent. Et globalement, d'ailleurs, leur prévision est fiable. C'est-à-dire qu'on a quand même, à des horizons de 3-4 jours, une prévision qui est très utile pour les populations qui sont sur place et qui permet de prendre des préventions utiles. Là où il y a encore plus de recherches encore à faire et de progrès, c'est dans le domaine qui me concerne plus particulièrement, à savoir les orages et les tornades, où en effet, là, c'est des domaines qui sont vraiment en cours de défrichement depuis une trentaine d'années, avec d'ailleurs beaucoup de savoir qui vient des États-Unis, parce qu'ils sont très en pointe là-dessus. Et là, il y a encore beaucoup d'inconnus, et donc c'est un travail qui est d'ailleurs très intéressant, puisque justement, on défriche une partie de la météorologie qui est encore en devenir. Comment expliquez-vous, question suivante, que le Vaucluse était en alerte et pas le Gard? Ah, on va venir vous chercher maintenant, c'est parti. On va venir nous chercher, c'était la prévision. Nous travaillons à partir de modèles numériques et de représentations mathématiques de l'atmosphère. Et en analysant nos modèles numériques, nous avions considéré que c'était le Vaucluse qui était en alerte, en vigilance orange. C'était plutôt l'Isère qui avait un problème de neige, de chute de neige. Donc les 5 départements qui étaient en vigilance orange, vent fort, c'est parce que nous avons fait cette prévision. C'est ça, mais ça ne s'arrête pas à la limite du département. Non, ça ne s'arrête pas à la limite du département. Si vous regardez notre carte de vigilance, vous verrez qu'il y a du jaune qui veut dire attention, il y a un risque qui est habituel ou classique pour ce département dans cette saison, mais localement, on peut avoir des problèmes. Je voudrais revenir sur un point très important. Oui. La météo est une science qui est très jeune, elle a 150 ans, et on est passé en 150 ans de la préhistoire à la chirurgie de pointe, je dirais. Vous voyez, on a fait un bond fantastique. Et on gagne chaque année, en moyenne, tous les 10 ans, on gagne à peu près une journée de prévision. Donc il y a toujours des progrès à faire. Il y a encore des erreurs médicales, mais elles se réduisent. C'est ça que vous voulez nous dire. Les événements ne sont peut-être pas plus nombreux, mais ne sont-ils pas de plus en plus puissants? Alors effectivement, sur les cyclones, il semble que les cyclones les plus intenses soient plus fréquents qu'il l'était il y a une quarantaine d'années. C'est-à-dire qu'on pense qu'on connaît relativement bien la fréquence des cyclones et leur intensité depuis qu'il y a des observations par satellite. Donc typiquement depuis une quarantaine d'années. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on n'observe pas une augmentation du nombre de cyclones, mais il semble qu'il y en ait plutôt plus parmi les plus intenses. Mais finalement, 40 ans à l'échelle climatique, c'est relativement court, et donc il faut être assez prudent sur cette affirmation. De combien de centimètres monte le niveau des mers chaque année, puisque vous parliez tout à l'heure? 3 mm. 3 mm? Oui. On a un peu de marge. Eh ben, d'une part, 3 mm en 100 ans, ça fait quand même 30 cm, et je pense que par exemple à Cynthia, s'il y avait eu 30 cm de moins, ça aurait été moins dramatique. Oui, ça se joue à 30 cm? Je pense que passer une digue, ça peut se jouer à 30 cm, oui. Et ensuite, le 3 mm, là, pour le coup, on va faire... dire 3 mm par an et extrapoler sur 100 ans, ça, c'est simplement faire de la projection. Maintenant, on peut aussi essayer de comprendre ce qui se passe, de mettre des modèles là-dedans, et les modèles nous indiquent que ça c'est quelque chose qui va s'accélérer. Et donc, les prévisions pour qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin du siècle, c'est plutôt quelque chose qui avoisine le mètre. Compte tenu de ce que... Oui, allez-y. Et le siècle, c'est pas très long pour certains. De quand date Saint-Malo? Ça pas de la semaine dernière. Ça, c'est sûr. De quand date Nantes? Pas de la semaine dernière. Donc là, on parle de quelques millimètres en un an. Mais pour ce genre de phénomène, c'est pas en un an. Pourquoi toutes nos lignes électriques ne sont-elles pas encore souterraines? Il faut pender à RDF.
Ça coûte cher. Ça coûte beaucoup d'argent, oui. Oui, ça coûte beaucoup d'argent. Par ailleurs, il faut savoir qu'au moment où vous enterrez une ligne, vous avez une très grande servitude parce que sur le passage de la ligne, avec quelques mètres de part et d'autre, vous ne devez plus avoir de végétation, vous ne devez plus, etc. Voilà, donc, et vous savez... Ce sont des vrais choix. Oui, ce sont des vrais choix. Avec d'argent et de combat parfois pour puis sauver une fougère ou autre chose. Oui, puis vous savez très bien que dès qu'on veut donner un coup de pioche quelque part, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée, hein, mais enfin ça ne se fait pas comme ça. Peut-être la dernière question, les Pays-Bas sont-ils voués à disparaître, compte tenu de ce que vous nous dites sur la montée du niveau des eaux? À l'échelle de plusieurs siècles, oui. Ah oui. Donc il n'y aura plus de Hollandais, ou de Néerlandais en tout cas. À l'échelle de plusieurs siècles, je pense que déjà, rien que le fait que les fleuves vont avoir du mal à s'évacuer vers la mer. Merci à tous les quatre pour ce tour passionnant. Évidemment, on reste très attentif à ce qui se passe aux États-Unis. C'est dans l'air sera rediffusé ce soir à 22h20 et demain, vous retrouverez Yves Calvi. Pour toutes vos questions sur l'actu, c'est dans l'air sur France5.fr.